Je suis ravie d'être bien entourée aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Hugo Guerriero, qui est le coach de Corentin Moutet. Alors Hugo, c'est vraiment amusant parce que la dernière fois qu'on s'est vu, l'année passée, on était avec Philippe de Haas. On était presque sur le même terrain, enfin on était au bord du même terrain, le court numéro 11. Et il y avait Sander Gille qui s'entraînait. Et là, qui on voit sur le terrain? Sander Gille qui vient de terminer son entraînement. Ouais, salut Christelle, écoute, les années se suivent et se ressemblent. On a ce petit rendez-vous annuel tous les deux. Voilà, c'est sympa. Voilà, content d'être ici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. L'année passée, c'était différent. Tu coachais une fille, tu coachais Clara Burel. Ouais. Et puis maintenant, tu coaches Corentin Moutet depuis le mois de novembre. Comment est-ce que les choses se sont faites et quelles sont les grosses différences entre le travail avec une fille et avec un garçon sur le circuit? Ouais, alors c'est vrai que l'année dernière j'étais avec Clara, on a décidé d'arrêter après l'US Open. Ouais. Donc j'ai pris un petit temps pour moi d'abord, qui a duré quasi 6 semaines, je pense, 6-8 semaines. Et ensuite, Corentin aussi avec quelqu'un avec qui la collaboration s'est arrêtée à ce moment-là. On est en contact depuis longtemps, je le connais depuis qu'il est jeune, très jeune. Quand il est arrivé au pôle à Boulouris dans le sud de la France, il devait avoir 13 ans je pense, j'ai toujours vu parce que moi j'habite pas très très loin. Donc il m'a contacté, on a décidé de commencer. Et ça s'est tout de suite quand même super bien passé. Et les différences, je vais pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais c'est vrai que c'est quand même très très différent. Qu'est-ce qui est différent ? La relation qu'on tisse et le contenu des conversations au quotidien, même sur le cours, c'est très très difficile à décrire, mais on parle quand même beaucoup plus du jeu, je trouve. Avec les filles, il y avait un aspect qui était plus mental, j'ai l'impression, où parfois on s'échappait un petit peu de ces caractéristiques techniques, tactiques ou autres. Avec Corentin, on est plus sur des contenus différents et c'est très bien, très enrichissant pour moi. Je suis content d'avoir cette expérience-là avec un garçon de ce niveau-là, un profil comme ça. C'est pour moi, c'est un joueur français aussi. C'est quelque chose d'important pour moi de travailler avec un joueur français. Oui. Donc je suis très content. Alors on va rappeler justement Corentin Moutet qui est 76e joueur mondial, 8e meilleur joueur français. Il a été aux portes du top 50 dans sa carrière, 51e, je pense que c'est son meilleur classement. Oui. Il fait des très bons résultats pour le moment, récemment, notamment au tournoi de Rome, il a battu Hugo Humbert et Holger Rune, top 10 mondial, avant de faire 3-7 contre Jack Draper. Tu l'as accompagné sur ce tournoi-là. Oui, c'était magnifique comme parcours. Ouais, Rome était vraiment une super semaine. Je suis très content pour lui qu'il ait eu ces sensations-là, ces matchs-là, ces victoires-là aussi, avant d'arriver ici à Roland-Garros, qui est quand même le rendez-vous de l'année quand on est français, même pour lui qui est parisien. Il a grandi ici, il s'entraîne à la fédération depuis toujours, donc il est juste à côté au centre national. C'est un endroit magique pour lui et très content qu'on ait pu avoir ces victoires-là à Rome. La semaine était vraiment bien et je suis très très fier de lui, de ce qu'il a montré toute la semaine, et je pense que au regard du travail qu'il fournit depuis novembre, je ne vais pas parler d'avant parce que j'y étais pas, mais c'est amplement mérité. Et son jeu convient bien à la terre parce que Corentin Moutet, c'est un joueur extrêmement talentueux avec une main incroyable. Il est gaucher, il a une lecture de jeu assez dingue, une anticipation. C'est quand même chouette d'aller le voir jouer. De temps en temps, il place un petit service à la cuillère, des amortis dans tous les sens. Ouais. Donc c'est assez spectaculaire, mais cette terre battue, finalement, ça lui convient bien. Ah, il aime bien. Après, c'est vrai que paradoxalement, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Quand on regarde le début d'année, on a joué donc l'Australie où il a fait 3e tour, il bat Popirine qui est pas facile à jouer sur dur, qui était peut-être je pense 24e, 25e mondial à ce moment-là. Ensuite on est parti en Amérique du Sud, il a pas forcément brillé sur terre battue, et quand on est repassé sur dur à Indian Wells, il a une victoire sur Thompson qui fait du bien. Ensuite on a joué un challenger à Phoenix qui est quand même très relevé, il a battu 2 bons joueurs aussi, Martinez qui était top 40 à ce moment-là et Basilashvili, jamais facile à jouer. Donc on peut se poser la question, il a aussi des bons résultats sur dur, mais oui, là où il se sent le mieux c'est sur terre. Les terres de Roland en plus sont un petit peu, je pense que tous les joueurs le disent, un petit peu différentes, un petit peu plus rapides à mon goût, et ça lui convient très bien, il adore. Donc je pense qu'il s'est plus à l'aise sur terre battue. Ouais. Il sait facilement gérer la pression à Roland-Garros parce que les médias français sont quand même sur la balle. Quand on arrive à Roland, ça ne doit pas être évident d'être un joueur français, je le dis à chaque fois quand je rencontre des Français. Non, c'est pas facile. Après, ce sera son 9e, si je dis pas de bêtises, malgré le fait qu'il vient juste d'avoir 26 ans. Je crois que c'est déjà pas mal. Il a eu déjà
notamment l'année dernière, quelques victoires. C'est pas comme si il perdait au premier tour. À chaque année, il a quand même gagné des matchs à Roland. Donc il a appris à gérer ces moments-là, l'attente, le public, etc. Et je pense qu'il est beaucoup plus mature aujourd'hui. Ah oui. Il est presque dans une deuxième partie de carrière, de partie de vie tennistique où voilà, moi je le sens, on est vraiment loin de tout ça. On n'en parle pas du tout et je le sens bien. Il est très serein, très mature, très professionnel tous les jours. Il arrive à s'organiser, à prendre de la distance avec les choses qu'il nécessite. Oui. Et je crois que c'est très important. On n'a pas de soucis par rapport à tout ça. Non. Au niveau de ce qu'il peut faire de temps en temps pour surprendre tout le monde sur le court, genre ses services à la cuillère, etc. Est-ce que tu te fâches quand il fait ça ou bien tu l'encourages à surprendre un petit peu l'adversaire? Non, moi ce que je veux c'est qu'il soit lui-même et qu'il soit épanoui sur un court de tennis. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui aime beaucoup créer. Parfois ça se matérialise de cette manière-là. Je pense qu'il ne le fait jamais pour provoquer l'adversaire. Ça a peut-être pu arriver suivant les matchs dans le passé, j'en sais rien, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça déjà ces derniers temps. Et c'est jamais dans un but provoque ou autre. Quand il voit que les mecs sont peut-être loin en retour, j'en sais rien, ça l'amuse, il aime bien, il le fait très bien, c'est une vraie arme. Mais voilà, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa raquette. Et voilà, c'est vrai que parfois je le regarde et c'est vrai que des fois j'entends les gens au bord du court ou qui réagissent à des trucs qu'il fait. Moi je me dis en fait spontanément je réagis pas parce que j'en vois tellement tous les jours et c'est vrai que non, il fait des choses incroyables avec sa raquette. Mais je le trouve beaucoup plus stable et plus le temps passe, plus je trouve que son jeu se structure d'une manière qui est plus simple. Oui. Et je pense que c'est une bonne chose effectivement. Et il y a des joueurs encore comme Bublik par exemple qui font ça de temps en temps. Juste là d'ailleurs. Ah oui, il s'entraîne là-bas, tiens, sur le cours numéro 13. Bonne transition, je te remercie Hugo. Désolé, tu devrais faire des podcasts. Non, c'est pas grave. Non, je disais que comme Bublik, il a des coups comme ça parfois un peu improbables pour désarçonner ses adversaires. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce genre de choses dans le circuit actuel? Ouais, maintenant il y a quand même des constantes, je trouve, qui sont importantes. C'est le service, on voit aujourd'hui chez les garçons dans le top 50, voilà, c'est une vraie arme et je pense que si on n'a pas ça, c'est difficile. Il en est conscient et je crois qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps par rapport à ça. Pour répondre à ta question, je pense qu'à partir du moment où c'est pas excessif, ça pose pas problème. Draper l'a dit à Rome dans son interview après le match où il avait pas le sentiment d'avoir déjà joué quelqu'un qui était aussi imprévisible et déroutant. Et je pense que ce jour-là, notamment, tout était bien pesé par rapport à ça. C'était ni pas assez, ni trop. Et je pense que s'il arrive à le gérer de cette manière-là, effectivement, c'est quelque chose qui est très bon pour le tennis. Ouais. Et les gens aiment voir un petit peu d'originalité, des garçons comme Bublik. Voilà, aujourd'hui, je pense que si on prend les 96 joueurs du tableau et qu'on leur dit vous jouez soit Bublik soit Moutet, je pense pas qu'ils seraient ravis, encore moins Moutet à Roland-Garros en France, parce que voilà, il y a aussi cet aspect du jeu dont tu parles qui est pas facile à gérer pour l'adversaire. Ah oui, non, c'est clair, et c'est sûr que quand on voit la main qu'il a développée, il a été blessé aussi en 2023, il a été opéré du poignet et il ne pouvait plus frapper ses revers à deux mains, du coup il s'est mis à jouer des revers à une main. Alors ça c'est un peu comme Zizou Bergs, il a eu la même chose, opération, enfin il n'a pas été opéré au poignet mais il était blessé et il a fait pareil, mais ça c'est aussi preuve d'un grand talent et capable de tout faire finalement. Ouais, c'est clair et très courageux je trouve la démarche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pris un classement protégé, qui auraient dit voilà, je vais me remettre à 100% et ensuite je reprendrai. Il y a beaucoup de passion derrière, je pense aussi, d'être écarté des terrains, c'est une vraie souffrance pour ces garçons là. Et non, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il a fait, de jouer à une main, d'aller gagner un challenger comme il l'a fait en Finlande fin d'année 2023 sans revers à deux mains sur dur indoor contre des garçons qui servent à 220-230 km/h dans son revers. Il a vraiment été volontaire, courageux et ça l'a vraiment fait mûrir cette période-là. Et aujourd'hui, tout va bien en revers et il progresse tous les jours. Il peut le refrapper sans crainte. Depuis quelques mois, on ne parle plus du tout du poignet, donc ça, je suis très content. Ça a été une vraie épreuve pour lui. Et c'était un objectif pour lui de jamais se faire opérer. Il a dû passer par là, donc ça a été quelque chose à gérer. Ça a été vraiment très très dur pour lui et il a été super combatif sur cette période-là. De jouer à une main, c'est très très dur. C'est chouette de faire connaissance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas si bien finalement en Belgique, donc Corentin Moutet. Il est aussi capable de pétage de plomb, on l'a déjà vu. Il a été disqualifié il y a, je ne sais plus c'était quand, mais en Australie. Il en est venu aux mains dans un challenger à Orléans. Il doit avoir un caractère quand même pas évident tous les jours à gérer sur le court. Est-ce que c'est gérable pour le coach ou... Alors moi pour le coup je te le dis sincèrement, depuis que je travaille avec lui ça va faire 6 mois bientôt.
j'ai pas ressenti de difficulté par rapport à ça. Parce que tout ce qui peut se passer, c'est jamais dirigé envers son équipe. Ouais. Et de tous les gens avec qui j'ai travaillé, c'est sûrement, j'aime pas comparer, mais je sens beaucoup de respect de sa part. Et il est très reconnaissant d'être entouré par des gens au quotidien qui le suivent dans cette quête. Il est conscient que parfois, ça peut lui échapper un petit peu. C'est pas quelque chose qu'il néglige. Il travaille dessus au quotidien. Donc voilà, mais non, je trouve pas ça difficile à gérer. J'essaye d'être là pour lui et de comprendre l'être humain avant le joueur de tennis. Et je crois que c'est une bonne chose et qu'on va vraiment dans la bonne direction. Oui, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui s'en prennent à leur coach. Hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Surtout, on le voit, notamment, je pense que c'est pas un secret, hein, surtout chez les femmes. Oui. Ça peut avoir un peu cette tendance-là. Mais ouais, je pense que quand on fait ce métier-là, il faut être conscient aussi que tous les jours, ils jouent. C'est eux qui ont les émotions de peur, de victoire, de défaite, de pression financière, de toutes ces choses-là. Oui. Il faut avoir un seuil de tolérance par rapport à ça qui est un petit peu plus important que dans un autre job. Avant de parler de son premier tour et des autres joueurs français ici à Roland-Garros, je voudrais dire aussi qu'en dehors du cours, Corentin Moutet est très créatif. Hein, c'est un artiste. Il a composé un disque, un EP, je pense, de 8 titres de rap pendant le confinement. Ouais. Tu as déjà eu l'occasion de le voir un peu à l'œuvre Non, pas du tout, parce que moi, ça me plairait. Mais c'est aussi son espace à lui hors tennis, créatif. Je crois qu'il faut respecter ça. Moi, c'est pareil, quand je suis pas avec lui, je fais aussi d'autres choses. Je fais pas d'album de musique, mais voilà, je sais pas ce que tu fais quand tu fais pas les podcasts. Mais voilà, tu vois, donc c'est génial. Mais tu vois, je pense qu'il faut respecter ça. Si un jour j'ai l'occasion, ça sera avec grand plaisir. Mais c'est une partie de lui qui l'aide, à être lui-même, à s'exprimer au quotidien. Et moi, je trouve ça génial. Ouais. Voilà, je trouve ça super. Il y en a d'autres qui font ça. Il y a Denis Shapovalov aussi. Ouais, ils avaient fait d'ailleurs un morceau ensemble pendant le confinement qui est sorti. Ouais. Mais non, moi je trouve ça super, et puis chacun a le droit d'avoir des hobbies qui sont un petit peu différents, et Ko il adore et il s'intéresse beaucoup à tout ça, l'écriture, la poésie, même pendant un moment il y prêtait beaucoup d'attention. Voilà, c'est pas juste un bout de papier, un micro et je vais te dire ce qui me passe par la tête. Il structure vraiment cette partie-là de sa vie très professionnellement aussi, et voilà, je pense que c'est super. Et quel est son rapport aux autres joueurs français? C'est le 8e meilleur joueur aujourd'hui. On sait que le contingent français est quand même assez dense dans le top 100. Il a de bons rapports avec les autres? Ouais, ça va. Globalement, non, je trouve très très bien. On s'entraîne là, ici, on s'est entraîné avec Arthur Fils. Ouais. Il a joué Hugo Humbert à Rome. Dans chaque pays, on peut pas s'entendre avec tout le monde, non, ça c'est pareil, mais globalement non, tout va bien, les choses sont apaisées, dans le vestiaire ça se passe hyper bien avec les autres Français. Je suis super content qu'on ait autant de joueurs, cette densité dans le top 100 et que des bons gars. Je pense à Arthur Fils, c'est quelqu'un qui est un grand travailleur, on a la chance de partager le cours avec lui parfois. Là, on s'est entraîné dimanche dernier, ils ont fait une super session, 2h30. Je pense que il mérite vraiment d'être au classement où il est aujourd'hui. Un garçon comme Hugo Humbert aussi joue un tennis incroyable, mais je pense aussi à des garçons comme Muller, comme Quentin Alice qui vient d'entrer dans le top 50. Voilà, je suis super content qu'on ait ce vivier là, et j'espère que Corentin va aussi réduire le gap entre ces garçons que je viens de citer et lui, parce que je pense qu'il a tout pour le faire. Est-ce que c'est pas avec Richard Gasquet que vous venez de vous entraîner là maintenant? Exact, ils ont fait un set sur le Suzanne Lenglen pour la journée des enfants, la journée Yannick Noah. Et non, c'était super. Très content que Richard ait choisi de partager ce moment avec nous, parce que c'est son dernier tournoi, son dernier Roland. C'est pour nous, j'en parlais avec la personne qui était assise à côté de moi pendant le match. Je disais, c'est bizarre, j'ai presque l'impression de voir un personnage de fiction. Tu sais, je le regardais sur le Suzanne Lenglen comme ça, je l'ai vu tellement de fois à la télé, et là je le voyais en face de Corentin, il jouait et il fait partie de la maison, quoi. Je l'ai vu tellement, et un champion incroyable, et c'est super d'avoir eu ce moment ensemble. Il y a beaucoup de respect entre les deux, ça s'apprécie beaucoup, on s'entraîne souvent, et grand respect pour Richard et tout ce qu'il a fait. Et puis je ne me lasserai jamais de ce revers. Je le regarde chaque fois que je vais sur le bord du terrain et que je peux le voir, je suis scotché par rapport à c'est magnifique. Hein. C'est tellement pur, tellement limpide. Je le regardais tout à l'heure, parfois je le regardais même plus que Corentin parce que ça va pas durer encore éternellement malheureusement.
malheureusement, mais bon, toutes les bonnes choses doivent s'arrêter aussi un jour. Je crois qu'il est en paix avec lui-même par rapport à ce choix-là. On en a un petit peu discuté ces derniers temps quand on le croisait, mais ouais, le revers incroyable. On a même l'impression qu'il a du mal à quitter les cours. Hein. Il le fait parce que l'âge lui permet plus d'être compétitif au plus haut niveau, mais on a presque l'impression que s'il pouvait encore continuer 5 ans, il irait. Ouais, c'est clair, après 39 ans, voilà, ça commence à. Il a été tellement précoce aussi, il a commencé tellement jeune au plus haut niveau, à 16 ans, il jouait déjà un tennis incroyable, un niveau de jeu qui était incroyable, donc voilà, on peut comprendre qu'il y a aussi une certaine usure, mais c'est vrai qu'il est toujours compétitif finalement, tennistiquement. Je pense que physiquement ça doit commencer à tirer un petit peu à gauche, à droite, mais non, ouais, j'imagine que ça doit être dur de raccrocher pour lui. Tu parlais tout à l'heure des Français, hein. Il y en a 15 dans le tableau masculin et 8 dans le tableau féminin. On a Pierre Hugerbert, Benjamin Bonzi, Richard Gasquet contre un Français, Terence Atman, Hugo Gaston contre Hugo Blanchet, et puis Corentin Moutet qui va jouer contre Clément Tabur qui s'est qualifié. Il a notamment battu dans les qualifs Dan Evans, qui est un excellent joueur anglais coaché par un Belge d'ailleurs, Germain Gigounon. Depuis peu. C'est un premier tour qui est quand même abordable pour Corentin, même si Clément va arriver avec des matchs dans les jambes. Ouais, c'est clair. Après, honnêtement, c'est un super joueur. Il a gagné évidemment 3 matchs de qualif. Je l'ai vécu avant avec Isaline, quand je m'entraînais, qui s'était qualifiée à Roland. Elle avait joué Andreescu, qui était largement favorite sur le papier. Au final, elle était presque proche de gagner. On sait que quand on vient des qualifs ici, on représente aussi une menace pour les joueurs du tableau, parce qu'ils ont du rythme, ils ont bien les cours en main, les conditions de match, etc. Mais d'un autre côté, quand on a 2e semaine à défendre et qu'on voit le tirage, qu'on joue un qualifié, voilà, il faut être capable d'aborder ça avec optimisme, je pense, et respect pour la personne en face, évidemment. Mais voilà, ça va être un match intéressant, un match franco-français, à prendre avec beaucoup de professionnalisme, mais ça sera pas facile. Et ensuite, on a dit Richard contre Terence. Voilà, Terence, pareil, qui a gagné beaucoup de challengers ces derniers temps sur dur, c'est vrai. Il a gagné 2 d'affilée, je crois, et une demi la 3e semaine. Il est arrivé à Bordeaux, il a battu de bons joueurs aussi. Ça va pas être facile pour Richard. Ça va pas être facile pour Richard. Mais content que des Français se qualifient, Hugo Blanchet, Kyrian Jacquet, Clément Tabur. Et c'est une très bonne chose pour le tennis français. Par contre, il y en a certains qui vont avoir fort à faire. Hein. Il y a notamment Alexandre Muller qui est venu dans mon podcast quand j'étais à Marrakech. C'est vrai, je l'ai écouté, super podcast. Il était super gentil, vraiment une belle découverte. Alexandre Muller, très chouette garçon qui a récemment battu Zverev. C'était à Rome. 7-6 au 3e à Hambourg. À Hambourg, 7-6 au 3e, incroyable. Mais lui, il va avoir du mal au premier tour. Enfin, c'est face à Mensik. Sacré morceau. Voilà. Après, moi, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Il était à la table avec mes parents à mon anniversaire pour mes 30 ans. C'est quelqu'un, on était très proches. Je l'apprécie. Il mérite aussi tout ce qui lui arrive. Il a clairement passé un cap. On en parlait dans les vestiaires la dernière fois avec d'autres joueurs. Aujourd'hui, il est incontestable dans le top 50, il le prouve. À Rome, pareil, il était pas tête de série. Il a eu un des pires premiers tours qu'il pouvait avoir en jouant l'EHK. Il s'en sort. Derrière, il fait un super set aussi contre Tsitsipas. Là, il bat Zverev encore à Hambourg. Il montre qu'il est là, il est dangereux à chaque fois contre les top players. Donc, ça va être pour moi une des plus belles affiches du premier tour, avec peut-être le Fonseca Hurkacz qui va être magnifique aussi. Alors celui-là, je l'ai noté en gras. C'est superbe. Parce que c'est vrai que Fonseca Hurkacz qui est en finale ici aide-moi. À Genève contre Novak. Contre Novak. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils étaient à 1-7 partout. On va regarder quand j'ai quitté la salle de presse. Djokovic a gagné 7-6 au 3e. Oh là là. Voilà. Bon, mais ça va le rassurer, Novak. Ouais, alors c'est notre adversaire potentiel du 2e tour. Donc s'il pouvait ne pas trop se rassurer, ça serait bien. Écoute, on va déjà aborder le premier, ensuite on verra. Mais non, ça montre encore une fois à quel point ces garçons qu'on dit terminés, qu'on dit sur le déclin, qu'on dit périmés, ils ont quelque chose en eux qu'ils ont cultivé, avec le nombre de batailles qu'ils ont livrées sur des grands cours, la connaissance d'eux-mêmes qu'ils ont à ce niveau-là. Il faut jamais les sous-estimer, ils sont toujours là. La semaine que fait Novak, elle est remarquable. Il a battu que des bons joueurs, donc voilà, il est toujours là. Je sais pas pour combien de temps, mais je pense qu'il peut clairement arriver, et c'est sûr, il arrive ici en se disant qu'il va gagner le tournoi, et c'est son objectif. Il l'a dit quand il a perdu au premier tour, je crois que c'était à Monaco. On lui demande quel est l'objectif, il répond French Open. Jamais facile de jouer Novak, surtout au meilleur des 5, même si cette année effectivement il a montré quelques signes de faiblesse. Voilà, il est toujours là.
Quand un grand chelem arrive, attention, planquez-vous parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont pouvoir nous sortir, ces champions. Ah, c'est clair, c'est clair. En parlant de tours difficiles, Arthur Fils, dont tu parlais tout à l'heure, il a hérité de Nicolas Jarry, mais bon, qui est redescendu. Je ne sais pas si tu sais ce qui lui est arrivé, parce qu'il est au-delà de la 100e place mondiale, alors qu'il était top 20 il n'y a pas si longtemps. Il a eu une blessure ou... Et je crois que Corentin l'a joué au premier tour à Roland-Garros l'année dernière. Il était encore dans le top 20. Il avait une finale à Rome à défendre, qu'il n'a pas défendu. Il n'a pas fait un super début d'année, même en Amérique du Sud, je crois que ça n'a pas été terrible pour lui. Voilà, je sais pas. Je crois avoir vu que sa compagne attendait un nouvel enfant. Peut-être que, je sais pas. C'est une petite info que je vous donne. J'ai vu qu'elle était enceinte au petit-déj à Rome, je l'ai croisée. Voilà. Bon, mais peut-être que ça a joué, je sais pas, mais ça reste un super joueur de tennis, Jarry. Arthur, évidemment, favori pour moi. Le niveau de jeu qu'il a aujourd'hui, et effectivement la méforme de Jarry fait que voilà, le fait que ça soit en France, etc. Mais il va falloir qu'il soit sérieux, Arthur. Il peut aller jusqu'où, tu penses, Arthur Fils? Je pense que dans sa tête, il est vraiment conditionné pour aller au bout partout où il va. C'est quelqu'un qui pense comme les plus grands champions, c'est le sentiment qu'il me donne. Il se conditionne vraiment pour à gagner des grands chelems, quoi. Donc il se met aucune limite. Deuxième semaine, carrément, c'est le minimum. Un quart, une demi, pourquoi pas. Après, il faudra être capable d'aller battre 2-3 top joueurs d'affilée au meilleur des 5-7 sur une fin de deuxième semaine. C'est jamais quelque chose de facile. Est-ce qu'il a déjà l'expérience pour faire ça? On va le voir, mais c'est certain que dans les 6 à 18 mois à venir, on le retrouvera dans un dernier carré, c'est sûr, et après tout est possible. Et sur terre, c'est une surface pour le servir, pour servir son jeu, Arthur Fils? Ouais, il est quand même très physique, très physique. Il est capable de faire avancer la balle, même de très loin. Et une terre battue avec un rebond un peu plus haut, on a tendance à avoir des rallyes un petit peu plus longs. Il est vraiment capable de faire la différence. Il avait gagné Hambourg l'année dernière contre Zverev, jamais facile. Ouais, je pense que c'est une surface qui lui convient quand même bien. Je ne vais pas parler de tous les Français parce qu'ils sont tellement nombreux, mais c'est vrai qu'il y a des belles affiches, et il y en a encore un qui n'a pas été très chanceux au tirage, c'est Arthur Rinderknecht qui lui va jouer Yannick Sinner. Alors ça c'est le pire tour, peut-être possible, qu'on puisse avoir, mais bon, il y en a qui arrivent à le voir comme une expérience aussi. C'est pour ça qu'un gars comme Arthur, je suis sûr, il s'entraîne depuis des années, c'est jouer un grand cours contre le numéro 1 mondial, bien sûr, qui revient, qui a été incroyable à Rome. À voir, mais ça va être très dur pour Arthur, évidemment. Et justement, pour clore sur ce tableau masculin, Sinner, Alcaraz, on pourrait les voir en finale, évidemment, tout le monde en parle, c'est dans longtemps, mais toi tu as une petite préférence, un avis par rapport à ce qu'ils sont capables de faire l'un et l'autre ici à Porto d'Auteuil? Petite préférence, écoute, Alcaraz, Sinner, je pense les deux meilleurs joueurs en ce moment, peut-être avec le mauvais début d'année de Novak, mais je trouve Carlos un petit peu au-dessus encore sur terre, sur les autres surfaces, à voir. Mais clairement, ils font beaucoup de bien au tennis. Là, on le voit tout de suite. On n'avait pas eu Yannick depuis l'Open d'Australie. Il revient à Rome, tout de suite des matchs, un engouement. Alors c'était chez lui, mais il amène vraiment quelque chose au tennis. Le niveau de jeu qu'il a est incroyable. C'est deux garçons qui bossent extrêmement dur. Et voilà, là, c'est je pense la finale que tout le monde a envie de voir au meilleur des 5-7 ici à Roland. Je mettrais quand même une pièce sur Carlos, pour l'instant sur terre. Pour moi, mon favori pour le cette titre. Édition. Et je l'ai vu s'entraîner hier, Yannick Sinner, sur le cours Philippe Chatrier. Il a aussi une belle cote de popularité, même ici en France. Ouais, je pense un gentil garçon. On l'a croisé au Centre National il y a quelques jours. C'est toujours bonjour, toujours un mot. Voilà. Il s'entraîne très dur, on le voit. Il passe beaucoup de temps en salle, beaucoup de temps sur les cours. C'est un idole, ça y est. Voilà, il est là, il est numéro 1 mondial. En Italie, on était à Rome la semaine dernière. C'est incroyable. Les gens l'attendaient en dessous de la passerelle. Il y avait peut-être 1500 personnes à chaque fois qui sortaient pour attendre Sinner qui sortait de la douche et qui allait juste marcher pendant 20 mètres. C'est deux garçons pour moi qui se dirigent vers du Nadal-Federer. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense qu'un garçon comme Federer a commencé à gagner tous ses titres quand il avait 26-27 ans, a commencé à être très régulier au top niveau, et eux sont beaucoup plus précoces que ça. Ce que fait Alcaraz, c'est alors j'entends des fois dire il est pas en forme, ou ci ou ça, c'est pas normal.
normal, mais il a une précocité qui est incroyable d'avoir déjà gagné des grands chelems sur toutes les surfaces. C'est pour moi, voilà, c'est remarquable. Il faut leur laisser du temps, ils vont encore progresser. Et ces deux-là, c'est sûr qu'on les aura pendant une paire d'années. T'as entendu ce que Nadal avait dit à propos du documentaire sur Alcaraz sur Netflix, comme quoi il trouvait qu'il ne montrait pas un bon angle, enfin une bonne image du joueur, parce qu'on le montre comme quelqu'un qui a envie de faire la fête, comme quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui n'est pas prêt à vraiment tout consacrer au tennis. Et Nadal regrette un peu que ce soit uniquement cette facette-là de sa personnalité que l'on montre. Moi, j'avais vraiment pas cette lecture-là quand j'ai regardé le documentaire, donc ça m'a étonné de voir ça. Moi, j'ai pas eu cette lecture-là non plus. Je pense que c'est peut-être le côté protecteur de Nadal envers Alcaraz, qui voit un peu comme son successeur, espagnol tous les deux. Il l'a pris sous son aile très tôt et ils avaient un rapport qui était particulier, les deux. Ils s'entraînaient beaucoup, on les voyait, le double aux Jeux Olympiques, tu vois, ces choses-là. Et je pense que moi, j'ai adoré justement cette authenticité qu'il a pu avoir et qu'il puisse se montrer fragile dans le documentaire d'une certaine manière, et de voir son entourage inquiet aussi au regard de ses préparations. Et il y a eu un truc qui était très parlant pour moi, c'est quand il dit après Roland voilà, que vous soyez d'accord ou pas, je vais partir à Ibiza et je vais me reposer quelques jours. Et ensuite on lui pose la question, ok, après qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai gagné le Queens et j'ai gagné Wimbledon. Donc il montre qu'il est incroyable. Il leur a montré sur ce coup-là que il pouvait le faire confiance. Mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hyper intéressant qu'on montre un petit peu ces failles-là. On a tendance à déshumaniser ces gens-là, alors qu'en finale, ils ont deux bras, deux jambes et un cœur comme toi et moi. Et je pense que c'est important aussi de montrer ça, quoi. C'est des gens qui pleurent aussi, c'est des gens qui sont très heureux, c'est des gens qui vont manger au restaurant avec leurs amis, qui peuvent faire la fête, sortir en discothèque, et ça n'empêche pas. Maintenant, évidemment, si on veut faire une carrière, il faut rester très sérieux, très professionnel, et nul doute que Alcaraz et son équipe arrivent à jongler avec ça à la perfection, vu les résultats qu'il a. Voilà. La limite, c'est de le montrer, comme tu dis, plus humain qu'un Djokovic, où on ne va pas voir ce côté-là chez lui. On va voir que le robot qui aligne les victoires et qui se montre très fermé. Ici, on humanise un petit peu plus le bonhomme, et c'est vraiment pas plus mal, quoi. Et c'est deux générations différentes aussi. Ça, je pense que ça continuera d'évoluer. Et maintenant, ils ont, je sais pas combien d'années d'écart, mais plus que 15. Voilà, le tennis change, la vie change aussi. Et aujourd'hui, voilà, peut-être la manière de vivre sur le tour, on voit que la tendance est quand même beaucoup au bien-être mental. On parle beaucoup de ça, c'est pas quelque chose dont on parlait beaucoup il y a 15-20 ans. On voit des articles partout, des documentaires, on a vu ce qui s'est passé avec Rybakina il y a peu de temps, et j'en ai des exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc je pense que parfois, je pense que c'est ce que Carlos a voulu dire, il sentait que la coupe était pleine, qu'il avait besoin de décrocher un petit peu de tout ça. Maintenant, c'est certain que s'il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire, d'un point de vue palmarès, à un moment donné, voilà, il faudra qu'il garde les bonnes proportions dans tout ça. Hugo, il me reste quelques minutes pour parler du tableau féminin, en tout cas du tennis français dans le tableau féminin. Bon, il y a peut-être évidemment moins à en dire, parce que pour l'instant c'est un peu plus compliqué côté féminin, on n'a qu'une joueuse dans le top 100 mondial, Varvara Gracheva. Pour le reste, on a appris que Caroline Garcia allait tirer sa révérence. C'est jeune, pour dire, elle a quoi, 31 ans, pour dire au revoir, mais je pense que mentalement elle est peut-être un peu usée. Il y a eu une petite alerte l'année dernière, elle avait publié à un moment donné un message où elle disait qu'elle arrêtait sa saison très très tôt. À ce moment-là, je me suis dit, je ne sais plus avec qui j'ai eu la discussion, et je pense que ça sent la fin à Roland, suivant comment ça se passe. Et c'était un petit peu prévisible, mine de rien. De l'intérieur, on le sentait tous un petit peu. Et voilà, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, le côté bien-être, elle a perdu le fil à un moment donné. Elle savait plus pourquoi elle se levait tous les jours et elle faisait tous ces efforts-là. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, elle est super, elle a une carrière qui est incroyable, elle a gagné le Masters en Fed Cup, elle a toujours vraiment emporté les valeurs du maillot de l'équipe de France au mieux, joué le jeu, gagné énormément de matchs. Donc elle mérite ce temps aujourd'hui hors des cours, si c'est la décision qu'elle a prise. Et voilà, moi je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite, et je pense qu'elle a raison de s'écouter. Il n'y a pas d'âge finalement, voilà, on l'a vu par exemple avec Isaline que j'entraînais, qui est belge.
jeune aussi, hein. Et finalement en pleine ascension au niveau classement, et ça n'empêche pas que voilà, parfois il faut savoir s'écouter quand la coupe est pleine et quand on a envie d'autre chose et que c'est plus durable, et il faut savoir prendre les meilleures décisions pour soi-même, quoi. Et je crois que c'est ce que Caro a fait, et j'espère pour elle que ça ira, je suis pas inquiet. Oui, elle a un chouette podcast d'ailleurs qui s'appelle The Insider, je pense, podcast, mais elle a évidemment accès à tout le monde, hein, beaucoup plus facilement que moi. C'est clair, mais j'espère que ça viendra pour toi, parce que franchement tu fais un super travail, tu es hyper passionné, moi j'adore toujours écouter, je sais que comme je te disais tout à l'heure, ma maman écoute aussi tous les épisodes. Bonjour maman d'Hugo. Bonjour maman. Et merci de nous donc écouter. Voilà, il y a beaucoup de gens qui même ne pratiquent pas le tennis, qui adorent t'écouter, et voilà, j'espère que tu auras la possibilité d'avoir de plus en plus de gens derrière ton micro. C'est gentil, c'est très gentil, je reçois rarement des compliments. Donc voilà, c'est gentil. Tu me perds du coup un petit peu dans mon ça mon va fil. Aller, t'inquiète pas, on parlait du tableau féminin, Varvara Gracheva. Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les filles qui... il y a Léolia Jean-Jean également, là on connaît un petit peu moins les joueuses françaises évidemment au-delà du top 100, mais et Varvara Gracheva, mais oui, qui évidemment a représenté l'équipe de France aussi en Fed Cup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Gracheva, oui, c'est vrai, qui est donc française depuis quelques temps, qui a changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps, un garçon, Maxime Choutakian, qui a beaucoup d'expérience chez les femmes, puisqu'il a entraîné Victoria Azarenka pendant de nombreuses années, puis un court passage malheureusement avec Haddad Maia, mais ça a l'air de bien se passer, elle a l'air de bien jouer ces derniers temps. Je te cache pas que j'ai pas en tête son adversaire du premier tour, même si je crois que c'est une tête de série. J'ai pas regardé non plus, tiens. Mais elle joue Kenin, Sofia Kenin. Ouh là là, oui. Voilà, que ça va pas être facile, mais sur terre, c'est prenable. Exactement. Et puis Varvara, je pense qu'elle est très contente aussi maintenant de porter le maillot français. Elle l'a montré en Fed Cup. C'est quelque chose d'important pour elle. Elle a un entraîneur français. Elle se sent chez elle ici. Elle a tout à fait raison. Les gens vont la pousser et ça sera pas facile pour Kenin. Comment t'expliques que ce tennis français féminin soit un petit peu plus à la traîne qu'au niveau masculin? Il y a clairement, je pense, quelque chose à étudier en interne sur la formation entre 12 et 15-16 ans. Où je pense sincèrement qu'à un moment où on devrait en faire un petit peu plus, elles ont tendance à en faire un petit peu moins. Je crois qu'il y a quelques études qui allaient un petit peu dans ce sens-là aussi. Il va falloir être capable pour une nation de tennis comme nous, on a beaucoup de pratiquants, d'arriver à susciter de l'intérêt aussi pour le haut niveau dès le plus jeune âge et se mettre dans un cursus de formation professionnelle et adapter peut-être d'une manière différente. Mais voilà, on est clairement dans le creux de la vague, faut le dire. Voilà, j'entraînais aussi Clara l'année dernière, qui malheureusement s'est blessée. C'est potentiellement une joueuse du top 50 qui sera blessée pendant un an. Diane revient, je pense que ça va prendre quelques semaines, quelques mois, mais là ça va beaucoup mieux. Il y a eu des bons résultats, de bonnes victoires ces dernières semaines, à Rome, à Madrid notamment. Voilà. C'est chouette de la voir revenir. Je pense qu'elle sera dans les 50 à nouveau, ça va aller mieux. C'est des petites périodes. Déjà aussi, à la place d'en avoir une, on en a 4 ou 5. L'opinion publique sera déjà un petit peu différente, mais tu as tout à fait raison. Il faut... Si on arrivait à avoir le même vivier que chez les garçons, ça serait fabuleux, mais on en est loin. Et honnêtement, voilà, à part se remettre un petit peu en question sur la formation à l'adolescence, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Et il y a aussi Loïse Boisson qui s'est blessée, mais qui est très talentueuse selon mon collègue d'RMC Eric Salio. Il m'en a dit beaucoup de bien de Loïse Boisson qui va affronter Elise Mertens au premier tour. Ouais, moi j'adore Loïse, je trouve qu'elle joue super bien. Elle a eu la même blessure que Clara l'année dernière pendant le 125 de Paris, juste avant Roland Garros, alors qu'elle avait déjà une invitation qu'elle n'avait pas pu évidemment honorer. Donc je suis content pour elle qu'elle puisse jouer maintenant ce tournoi ici à Roland. Il travaille très dur avec Florian Renet, son entraîneur. On la voit ce matin encore au CNE, je les ai croisés en gym. Ils sont contents d'être ici. Ça va pas être facile pour Elise. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Normalement, Elise fait quand même partie de la catégorie du dessus. Loïs est encore à apprendre, notamment sur ce genre de rendez-vous. Elise a joué tellement de grands chelems, c'est une championne incroyable. Elle joue un super tennis. Mais c'est un match, voilà, je serais curieux si j'ai le temps d'aller jeter un coup d'œil parce que ça va être intéressant. Elle a un vrai jeu de terre, Loïs. Elle est très physique. Elle a un super coup droit, très bombé. Elle est capable d'avoir des armes un petit peu différentes du tennis traditionnel féminin, je dirais. Donc ça va être intéressant. Quoi, dans la variation ou bien Dans la variation, beaucoup d'effets
fait en coup droit, elle est capable de slicer en revers, elle a un bon kick au service. Ça va pas être quelque chose de commun pour Elise, je pense, en termes de ce qui va lui être proposé. On verra, peut-être sûrement, je sais pas quel cours, je dirais peut-être 14 ou Simone Mathieu. Ça pourrait être entre ces deux-là. J'espère pour les Belges, parce qu'on est souvent content d'aller sur des grands cours. Contre une Française comme ça qui est invitée par le tournoi, ça va être un beau match. Alors ça va être un bon rendez-vous. Tu me disais que tu l'avais croisée à la gym, Loïs Boisson. Quand je vois son physique, est-ce qu'elle a encore besoin de faire de la gym? Ça s'entretient, et c'est vrai que sèche quoi. C'est une vraie athlète. Ils bossent énormément. Ils ont cette vision-là avec Flo René, qui lui aussi est très très porté sur l'aspect fitness. Et je crois que ça lui convient bien. Ça lui convient bien. La dimension physique dans son jeu, elle est importante. Donc ils jouent cette carte-là. Ils ont raison. Et ça s'entretient tous les jours. Même quand on est très bien, c'est après. Si elle est arrivée à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y avait une démarche derrière. Et du coup, ça doit être pérenne. Et pour terminer ce podcast, Hugo, j'ai envie de te demander une journée type comme ça à Roland-Garros. Tu travailles combien de temps? J'avais Wim Fissette à mon micro il y a 2-3 jours qui me disait qu'il travaillait avec Iga Swiatek 2 fois 3 heures par jour quand il est comme ça à Roland-Garros, ce qui me semblait énorme. Sur le terrain? Sur le terrain. Il était, il m'a dit 2 fois 2 heures en tout cas, plus le physique. Est-ce que c'est ce genre d'horaire-là que tu fais aussi Nous, on aime bien faire tout d'un bloc, le tennis. Donc là, le match se rapproche, donc évidemment, on réduit un petit peu. Mais ça fait, on sera arrivé quasiment 10 jours avant le premier tour. Donc on a eu le temps de séparer en deux. Sur la première phase, ça nous est arrivé d'avoir des blocs de 7h, 7h30 dans la journée. Si on englobe tout. Énorme. C'est-à-dire le travail physique, le tennis, au moins plus de 3 heures parfois d'affilée. Plus après les soins, la récup, la prévention, tout ça. Je suis pas surpris et je sais qu'Iga a tendance à aussi travailler presque un peu plus que les autres. Une journée type, c'est pour moi entre 5 et 8 heures suivant les profils. Quand on est, évidemment, les gens qui nous écoutent, c'est pas 8 heures de tennis. Mais travailler, c'est pas que sur un cours, c'est en salle, c'est avec le physio, c'est en récupération après, et c'est une vraie journée de boulot quoi. Et tu parlais d'Iga tout à l'heure, tu penses qu'elle va être capable de vaincre un petit peu ces démons là qui l'habitent depuis quelques semaines sur le circuit et revenir au top dans son jardin? Je lui souhaite et j'adore Wim et je pense que c'est vraiment aussi la bonne personne pour l'accompagner là-dedans. Je crois que les gens ont été un peu durs ces derniers temps à dire que il avait peut-être sa part de responsabilité dans ça. J'ai lu beaucoup de trucs, on m'a interrogé là-dessus à Rome, j'étais super surpris qu'on me pose la question. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que je pense que c'est des périodes, c'est très très dur d'être au top tout le temps. Aujourd'hui, il y a aussi Sabalenka qui est très très forte. Qui progresse beaucoup. Il y a 2-3 ans, clairement, Iga était au-dessus. C'est peut-être plus le cas maintenant, mais c'est pas forcément dû que au fait que Iga ait un petit coup de moins bien. Donc évidemment, on a le droit de passer par des phases où c'est plus dur. Je veux dire, quand un sprinter rate une course ou un nageur, ça veut pas dire que c'est plus un grand champion au tennis. Souvent, on perd un match et tout de suite, c'est la panique. Là, les 4 ou 5, je sais plus. Le 5e, c'est pas très grave. Si elle gagne un grand chelem, elle reviendra et tout le monde aura oublié. Donc, des gens qui travaillent, qui ont du talent, qui sont entourés par des gens qui sont professionnels et qui sont sains et qui n'ont pas de résultats, ça n'existe pas pour moi. Donc forcément, à un moment donné, le vent va tourner pour elle et en tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Wim, c'est un super entraîneur, c'est quelqu'un qui bosse dur avec ses joueurs et je suis sûr qu'il saura trouver le chemin pour la remettre dans cette direction-là le plus vite possible. Et par rapport au tableau féminin, si tu devais épingler une fille qui pourrait éventuellement tirer son épingle du jeu, tu dirais... Moi, j'adore Coco. Et il faut faire attention à une fille comme peut-être Ostapenko. Si elle joue bien, qui a déjà fait un coup ici, à Porte d'Auteuil, elle adore. Et elle a gagné en 2017. Il faut faire attention, j'espère revoir Rybakina dans pas longtemps à son plus haut niveau. Je trouve que j'adorais la manière dont elle jouait, quand elle était au top, c'était vraiment bien. Son Wimbledon a été un peu éclipsé par le Covid, je trouve, et on lui a pas donné vraiment le crédit qu'elle méritait. Elle a une période dure. Je dirais Coco, Ostapenko, Rybakina, j'aimerais bien que ça change un petit peu. Sabalenka va être pour moi très très dur à battre, évidemment, mais à surveiller. Tu parlais de Rybakina, elle n'aura pas le premier
tour piège qui était prévu, parce qu'elle devait jouer Belinda Bencic, qui a annoncé son forfait, là, donc elle va probablement jouer une lucky loser. Je ne sais pas encore, j'ai pas regardé si c'était sorti, mais voilà, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je te remercie beaucoup, Hugo, d'avoir accepté de venir dans mon podcast. On a fait un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu. C'est pas grave. Mais en même temps, on est bien là. Je sais pas qui s'entraîne ici. Des joueuses de double, Mia Likova et Olivia Nichols. Je vous dis, là j'aurais pas pu te le sortir. Là. Tu sais, j'en ai fait des tournois féminins, je les connais. Ils sont super sympas les deux. Et notre ami Bublik là-bas aussi. Il est toujours occupé. Ouais, il est toujours là. Mais écoute, c'était un plaisir, Christelle. Et donc du coup, j'ai l'impression que je peux te dire déjà à l'année prochaine sur le même banc, devant le même cours. Ben voilà. J'espère pour toi et moi qu'on sera toujours là. Alors j'espère évidemment, j'espère que je serai toujours là. Et si vous avez justement apprécié cet épisode, n'oubliez pas de le partager ou d'aller dire à vos potes qui jouent au tennis, qui aiment bien le tennis, que Jeux C'était Podcast existe, et vous me ferez le plus grand plaisir. Et comme ça, je peux augmenter ma communauté. Et grâce à vous, voilà. Merci infiniment, Hugo, d'avoir été avec moi. Bonne chance pour ce Roland Garros. Merci beaucoup, et puis un grand soutien à toi pour tout ça, le podcast. Franchement, j'adore ce que tu fais. J'espère, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ça continuera à se développer de la manière dont tu veux que ça se développe. Tu le mérites vraiment, et moi j'adore toujours écouter tout ce que tu fais, que je sois à l'étranger ou ici. Voilà, j'adore. Donc c'est chouette. Bonne chance pour tout ça. Merci encore. C'est très gentil. Un grand merci pour ta disponibilité, et à très bientôt, Hugo. Ciao.